Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être déplacés. Donc, chers entrepreneurs, membres des médias, distilleries invités, vraiment merci beaucoup de vous être déplacés. Donc, peut-être des personnes qui vont rentrer encore un peu, mais on va débuter. Donc, avant de commencer, j'aimerais souligner la présence de M. Guy Lafrenière, maire de Lebel-sur-Quivillon. Bonjour. Mme Lynne Comtois, conseillère politique du député Pierre Dufour. Est-ce que Mme Comtois est présente? Encore? OK, parfait. Elle est tout de même saluée. Monsieur Martin Perron, préfet de la MRC de la Vallée de l'Or. Madame Nathalie-Anne Pelchard, mairesse de Sainte-Terville, qui nous accueille gracieusement ce matin dans son hôtel de ville. Merci beaucoup. Ainsi que Madame Mélanie Matt pour la députée Sylvie Bérubé. Merci beaucoup, Madame Matt. Donc, je me présente, Sophie Rouillard, agente de communication pour la MRC de la Vallée de l'Or. Je vous remercie encore une fois de vous être déplacés ce matin pour assister à cette présentation de l'étude de marché pour la possibilité d'implanter un centre de transbordement ferroviaire dans la Vallée de l'Or. La présentation d'aujourd'hui sera conduite par Mme Marie-André Méran, directrice du service de développement local et entrepreneurial à la MRC de la Vallée de l'Or, ainsi que par M. Mathieu Cyr, par visioconférence, qui est M. Cyr, qui est vice-président associé du CPCS, qui a complété l'étude de marché. Donc, j'invite maintenant M. Perron, préfet de la MRC, à venir vous adresser quelques mots. C'est ça. Bonjour, bon matin. Je ne referai pas toutes les salutations, parce que tout le monde se sent bien salué, mais je vais le faire d'une façon officielle quand même. Bon matin à tous. Bienvenue à cette conférence de presse. Cette présentation et conférence de presse en même temps sur le centre de transbordement ferroviaire. C'est l'étude, le développement d'une étude. Bien sûr, la MRC Vallée de l'Or œuvre en développement économique, en soutien aux entrepreneurs, aux entreprises qui souhaitent prendre de l'expansion ou se développer sur notre territoire. Le but n'était pas de nous créer, certains ont pensé peut-être parfois à tort, de développer un centre de transbordement. Ce n'est pas la mission de la MRC. La mission de la MRC, c'est de créer un levier, de créer des opportunités. Puis on voyait qu'il y avait une opportunité vraiment intéressante selon ce qu'on avait comme information. Mais on n'avait pas de données probantes, directes. Alors, c'était le but de cette démarche-là, c'était de créer un levier pour les entrepreneurs, les entreprises de la région de la MRC Vallée de l'Or qui souhaitaient aller de l'avant, plus loin, dans une autre étape, avec un effet important avec des données probantes. C'est ce qu'on est allé faire avec cette démarche-là, qui a été soutenue par le ministère du Transport du Québec et la MRC Vallée de l'Or, et Ville de Sainte-Terre aussi qui a été un partenaire, qui sentait peut-être un intérêt, de par le passé historique, il faut le dire, au niveau du transport ferroviaire, c'est tout à fait normal, tout à fait légitime, mais l'étude n'était pas basée sur un emplacement bien précis, elle était basée vraiment sur une ouverture totale sur la MRC Vallée de l'Or, ce qui était très important, et c'est des orientations qui avaient été données également aux consultants qu'on a retenu pour faire cette dite étude. Alors, c'est pour moi qui est le centre d'intérêt aujourd'hui au comptage. Je laisse rapidement ma place à ma collègue Marie-André Méran qui va vous faire cette présentation-là avec M. Mathieu Cyr, vice-président associé chez CPCS, pour la présentation de cette étude d'opportunité au niveau d'un site de transbordement ferroviaire dans la MRC Vallée de l'Or. Alors, merci pour une rencontre. Et si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à venir rencontrer l'équipe. Aujourd'hui, demain, dans les prochaines semaines, parce que ça peut prendre un certain temps avant de digérer toute cette étude-là, de la regarder en détail. Ça me fait plaisir de vous aider. Puis la MRC sera aussi présente dans le futur s'il y a des gens qui vont de l'avant, des entreprises, pour supporter la démarche suivante, qui va peut-être être des études plus approfondies de marché, de partenariat avec d'autres entreprises, tout ce qui serait comme un travail pour monter un projet comme ça. C'est immense, on le sait. On sera avec vous pour vous supporter. Alors, merci beaucoup d'être là ce matin et bonne rencontre. Et, plaisir de vous revoir dans un développement projet futur, je le souhaite. Merci. Alors, je vais reparler un petit peu avant de laisser la place à Marie-André. Donc, merci beaucoup, M. Perron. Donc, justement, avant de céder la parole à nos principaux interlocuteurs, je désire seulement vous préciser qu'une séance de questions se tiendra à la fin. Autant pour le public que pour les médias, pour des entrevues individuelles, où poser des questions devant tout le monde, il n'y a pas de problème. Donc, et
On vous a remis un communiqué de presse qui sera également disponible en ligne sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Et l'étude de marché en tant que telle sera disponible durant la présentation, en fait, sur notre site web également. Donc, vous pourrez la consulter, il n'y a pas de problème. Et si vous avez des questions, j'ai mes cartes en tant qu'agent de communication. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je peux vous en laisser et je vous guiderai en fait après ça vers les bonnes personnes ressources si vous avez des questions supplémentaires auxquelles on ne peut pas répondre aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup et maintenant, je laisse place à Mme Marie-André Meyran, directrice du SDLE à la MRC. Bonjour à tous. Alors, moi, je voulais faire un historique un peu pour expliquer pourquoi aujourd'hui on vous présente les résultats d'une étude de marché sur un centre de transbordement ferroviaire. En fait, les discussions ont débuté, et je sais très bien, avant 2020, mais en 2020, à la demande du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, il a été demandé à l'ensemble des MRC du Québec d'identifier des opportunités de relance économique là, suite à la crise sanitaire. Vous vous rappelez, il y a eu une crise sanitaire il y a 3 ans. Donc, on nous avait demandé d'identifier certaines priorités d'intervention. Et la MRC Vallée-de-l'Or a fait le choix d'identifier 3 projets, entre autres la mise en place d'un complexe séricole par l'intermédiaire d'un réseau de chaleur à Sainte-Terre, l'appui au centre de transit minier nordique de Val-d'Or et évidemment une étude sur le potentiel d'un centre de transbordement ferroviaire dans la Vallée-d'Or. Les enjeux qu'on connaît depuis longtemps, vous savez que les crises qu'on a vécues, blocus ferroviaire, la COVID-19, la pénurie de main-d'œuvre aussi qui sévit, démontrent non seulement que le transport ferroviaire devient essentiel pour l'économie de la région, mais aussi démontrent également que la chaîne d'approvisionnement sont très vulnérables en région et au Québec. Le soutien à cette initiative visant une meilleure compétitivité en mode de transport ayant des coûts moins élevés, tels que le ferroviaire, devient une opportunité intéressante pour notre région. Ça faciliterait évidemment le transport modal et la réduction des accidents. Ça réduirait la pollution et l'émission des gaz à effet de serre. La réduction des dommages et des coûts sociaux, évidemment, reliés aux réparations des routes, et réponse en partie également à la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans le secteur du transport en ce moment. Aujourd'hui, nous rendons public cette étude de marché qui a été considérée dans l'ensemble de la Vallée-de-l'Or. Donc, différents sites ont évidemment été étudiés pour s'assurer de bien identifier un lieu stratégique. Comme M. Ferron l'a bien mentionné tout à l'heure, l'étude de marché n'est pas une étude de faisabilité, mais vient quand même identifier le potentiel de marché de ce centre de transbordement-là, mais vient surtout positionner un site stratégique où la majorité des marchandises vont transiter en entrée ou en sortie par rapport à la région. Évidemment, le potentiel de réduction aussi des coûts sociaux qui sont occasionnés ont également été évalués, mais surtout dans les tronçons de l'axe route 113, 117 et autoroute 15. Je rementionnerai également aussi que ce mandat-là a été rendu possible grâce à une contribution financière du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. C'est une étude d'un coût d'environ 60 000 et le ministère a investi près de 40 000 dans cette étude-là pour sa réalisation. La méthodologie et la présentation de ces étapes-là ont été réalisées en analyse de marché, en analyse de rentabilité des coûts, mais plusieurs acteurs de l'écosystème ont été sondés pour faire un meilleur portrait. Donc, je cite le ministère par les différentes études. Il y a beaucoup d'études théoriques aussi qui ont été utilisées là, pour bien identifier nos données. Le Canadien national et plusieurs entreprises là, utilisateurs ont également été sondés. Donc, aujourd'hui, on est heureux de pouvoir présenter un portrait, je vous dirais, qui représente bien la réalité. Le mandat, aujourd'hui, a été confié à CPCS Transcom Limité. C'est une étude, comme je le mentionnais, qui vient déterminer le potentiel du centre de transbordement et son site géographique. Et cette entreprise-là, pourquoi elle a été choisie? Bien, en fait, c'est une firme qui existe depuis 1969 et qui est basée à Ottawa, en ayant aussi des antennes sur le terrain à Québec, à Rimouski. Transcom
comme aussi, c'est une ancienne division Conseil du Canadien Pacifique. Et c'est en 1986 aussi qu'elle est devenue indépendante comme firme spécialisée et qui intervient dans les secteurs ferroviaires, routiers, maritimes et intermodal. Donc aujourd'hui, M. Mathieu Cyr, qui est vice-président associé de CPCS, est avec nous ce matin pour livrer les résultats de cette dite étude. Et maintenant, je lui cède la parole. Merci, M. Cyr. Merci beaucoup, Mme Méran. Bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour faire la présentation de notre étude. Et je remercie la MRC pour la présentation. Ça va me faciliter la vie. J'aurais préféré être présent en personne. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc, on va voir avec les technologies de l'information jusqu'où ça va nous mener. J'ai vu qu'il y avait un grand écran. Normalement, tout le monde devrait bien voir. J'ai essayé de ne pas marquer trop d'informations, ni avec des caractères trop petits. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Parfait. Donc, juste mentionner brièvement un plan de la rencontre. Donc, on va sauter assez rapidement sur la présentation de CPCS parce que ça a été déjà effectué, de sorte qu'on va pouvoir se concentrer sur la présentation de l'étude qui va comprendre le contexte, les objectifs, le potentiel commercial. Vous allez voir, on a élaboré différents scénarios de trafic potentiel. On a analysé aussi différents sites en fonction de critères qu'on a établis. On a également procédé à l'analyse de la rentabilité et des coûts sociaux. On a regardé les modèles de gouvernance pour aboutir avec des constats et des recommandations pour les prochaines étapes. Donc, ça a été bien mentionné. Peut-être juste mentionner que CPCS, on est présent dans plusieurs pays. On travaille au Canada, aux États-Unis, en Afrique et en Asie notamment. Donc, le contexte de l'étude, je crois que ça aussi, ça a été quand même très bien expliqué d'entrée de jeu. Ce qui me reste à dire, peut-être, c'est que, évidemment, on s'intéresse au transport multimodal parce que c'est un facteur important de développement économique régional. Puis, comme on va le voir dans l'étude, ça permet non seulement du développement économique, mais ça permet également des avancées au niveau social dans un contexte où on fait face à plusieurs défis. On le sait, là, tous les jours, on en entend parler, que ce soit au niveau de l'environnement, des changements climatiques, de l'adaptation à ces changements climatiques-là, et de comment, finalement, en particulier au Québec, le transport joue un rôle prépondérant pour améliorer la situation. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, on a été mandaté par la MRC pour réaliser une étude de marché pour un centre de transbordement en considérant différents sites dans la MRC de la Vallée-de-l'Or. Puis on a procédé en 3 étapes. Donc, si vous voulez un condensé méthodologique, là, on a procédé avec le portrait du marché, l'évaluation du potentiel commercial et des coûts sociaux évités, puis les recommandations quant à la viabilité du projet et la stratégie à adopter. Donc, ici, vous voyez les petits caractères en gris. C'est simplement pour dire que les fameuses données de base qu'on utilise proviennent de l'enquête nationale en bordure de route sur le camionnage, puis que ces données-là sont les seules qui sont disponibles de manière immédiate, si vous voulez, sans faire de sondage en bordure de route additionnel, mais qu'elles datent de 2006-2007. Donc, pour les adapter puis les mettre à jour, finalement, on a utilisé différentes techniques économiques qui ont permis d'avoir un portrait relativement à jour, qui donne l'opportunité, finalement, de comprendre les flux de marchandises dans la région, que ce soit celles qui sortent ou qui entrent. Puis on dit qu'on est en mesure de le mettre à jour jusqu'en 2017, mais évidemment, on a parlé, comme ça a été mentionné d'entrée de jeu, avec plusieurs parties prenantes au niveau régional, ce qui fait en sorte que dans le cadre d'une étude de marché telle que celle qu'on fait, on est confiant que nos données donnent un bon aperçu de la situation. Donc, évidemment, lorsqu'on procède avec une étude, on définit un certain nombre de questions clés auxquelles on doit à tout le moins tenter de répondre. Donc, pour ce qui est de l'étape 1 du portrait du marché,
On visait bien sûr d'abord à déterminer qui seraient les transporteurs et compagnies logistiques qui sont susceptibles d'être utilisateurs d'un centre de transbordement, quel est le type de marché de produits visés et quelle est l'ampleur finalement de ce marché. Puis on a également tenté de voir en fonction des différents intervenants quels seraient les avantages et inconvénients d'un tel centre dans la MRC de la Vallée de l'Or. Donc, par exemple, du point de vue des expéditeurs, des transporteurs, de la municipalité ou du milieu en général. Ensuite, lorsqu'on parle du potentiel commercial, ben, c'est sûr qu'on veut voir dans quelle mesure un éventuel centre de transbordement serait capable de satisfaire les attentes du marché. Quels seraient les bénéfices directs que les utilisateurs pourraient en retirer par rapport à des services routiers directs. Quels sont les volumes, évidemment, potentiels concernés. Puis, quelle est la position concurrentielle à adopter. Quelle serait la capacité optimale du centre. Donc, plein de questions, finalement, qu'on est en droit de poser lorsqu'on aborde ce genre d'études-là. Mais également vérifier la proposition de valeur d'un centre de transbordement du point de vue du Canadien national. Parce qu'évidemment, le CN est un acteur incontournable dans ce genre de développement-là. Puis il faut aussi chercher à comprendre finalement comment ça pourrait fonctionner à l'échelle des systèmes régionaux. On a également tenté de discuter de la structure de propriété et de gouvernance du centre dans le contexte des prochaines étapes à venir. Ensuite, la troisième étape, on a regardé la rentabilité du projet potentiel, encore une fois, sur la base des informations dont on dispose à ce stade-ci du projet. Donc, on parle d'ordre de grandeur au niveau des investissements nécessaires, de même que pour les coûts d'opération et les revenus potentiels générés par l'installation. Puis, évidemment, encore une fois, à haut niveau, dans quelle mesure les revenus permettraient de couvrir les coûts d'opération et les coûts d'investissement. Et dans un deuxième temps, on a regardé également quels seraient les coûts sociaux évités, par exemple au niveau des émissions atmosphériques ou des dommages au réseau routier qui seraient évités par le transfert modal du transport routier vers le transport ferroviaire. Il nous a permis par la suite de procéder aux constats et recommandations pour les prochaines étapes. Donc, pour ce qui est du portrait du marché, je trouve intéressant de commencer par mentionner comment on en vient à déterminer la zone d'intérêt pour le projet, puis quels sont les facteurs qui sous-tendent l'analyse. Donc, on l'a ici sous forme schématique. Évidemment que les temps de transit, par exemple, vont être très importants pour les expéditeurs qui vont ou non considérer un transfert modal vers le transport ferroviaire, par exemple, ou intermodal. Il y a également les coûts, que ce soit la main-d'œuvre, le coût des carburants, les coûts à capital. On sait que toutes les industries font face à une escalade des coûts qui est très importante, puis le transport en particulier est toujours un peu une industrie où tout le monde tente d'avoir les meilleurs coûts possibles finalement pour permettre l'acheminement des marchandises. Donc, il y a beaucoup de pression sur les coûts dans l'industrie du transport pour être compétitif puis en mesure d'acheminer les biens dans les meilleurs délais, les meilleurs coûts. On a également la fiabilité. C'est sûr que si cet élément-là n'est pas au rendez-vous, en particulier lorsqu'on parle de tonnage important, ben, l'option ne soit tout simplement pas considérée parce qu'il faut qu'on soit en mesure de garantir aux clients que les marchandises vont arriver à destination tel que prévu. Puis évidemment, tout ça en fonction de l'information disponible à propos des itinéraires alternatifs, de la compréhension des différentes partenaires de la chaîne d'approvisionnement, puis je dirais des systèmes d'information qui permettent de voir les itinéraires les plus appropriés pour le transport de marchandises. Donc ici, on l'a, si vous voulez, une autre représentation graphique qui permet de voir les options de transport routier et ferroviaire en fonction de leur coût et la distance parcourue. Donc, on voit au départ que, évidemment, le transport par ferroviaire a un coût additionnel qui est lié au préacheminement par route et au transbordement, mais qu'au fur et à mesure que cette distance de transport-là devient plus grande, ben, le transport ferroviaire devient concurrentiel.
Donc, c'est pour ça qu'on dit que, bon, de manière générale, le transport ferroviaire va devenir concurrentiel dans une fourchette de distance entre 500 et 800 km. D'autant plus qu'il faut considérer, on le voit ici avec le surligné en vert, le coût du transbordement à destination lorsque c'est nécessaire. C'est certain que certaines entreprises disposent de leur propre équipement sur le site, donc ça vient faciliter le transbordement, puis évidemment minimiser les coûts, mais c'est vraiment pas le cas pour plusieurs d'entre elles, donc il faut également considérer le transbordement à destination. Ici, dans le fond, on le voit en fonction d'une carte qui permet de distinguer la zone de chalandise, préférer la zone d'intérêt pour un centre de transportement dans la MRC, en fonction des distances parcourues, des expéditeurs et des infrastructures en place. Donc, elle correspond ici à toute la portion nord de la région, incluant le territoire Iyuichi, étant donné qu'il y a des infrastructures routières qui permettent d'y accéder, puis un potentiel de développement de projets qui requiert l'utilisation du rail, qui est également important. Donc, si on en vient à parler finalement des fameux flux de marchandises qui nous intéressent, qui sont soit entrants ou sortants de la région et qui parcourent des distances de plus de 500 km, ben, on a ce genre de graphique-là finalement, qui dans le cas de ce premier ici, permet de donner l'estimation des tonnages expédiés à partir de la zone de chalandise pour une semaine type de 2017, donc en tonnes par semaine. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a approximativement 17 000 tonnes par semaine qui sont expédiées de la zone de chalandise, encore une fois sur des distances supérieures ou égales à 500 km. Les principales destinations sont la région métropolitaine de Toronto, le sud-ouest de l'Ontario, la région métropolitaine de Montréal, puis dans une moindre mesure les États américains du centre-nord-est qui correspondent dans les faits au Michigan, au Wisconsin et l'Illinois. Ici, on a la même information, mais pour les tonnages qui arrivent dans la zone de chalandise, encore une fois en tonnes par semaine. Donc, on voit que c'est un peu moins. On a près de 13 000 tonnes par semaine de flux entrants, encore une fois d'origine qui sont situés à au moins 500 km de leur destination. Puis, la majorité de ce tonnage, on peut mentionner qu'il aboutit à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or, ce qui fait du sens considérant les populations. Ici, on a la même information, mais déclinée en fonction des principales marchandises transportées, encore une fois à partir de la zone de chalandise pour une semaine type de 2017 en tonnes par semaine. Donc, on voit que au niveau des expéditions, le bois d'œuvre et autres produits du bois constituent la majorité des produits transportés. Dans le cas des autres marchandises, ça va comprendre des marchandises générales de toutes sortes, dont des produits alimentaires, du matériel de transport et des métaux. Et que les municipalités de Val-d'Or, du nord-ouest du Québec, de la Sarre, d'Amos et de Landrienne représentent près de 70% des tonnages expédiés. Encore une fois, ici, on a les principales marchandises transportées vers la zone de chalandise. Donc, à l'instar des produits qui sortent de la zone, ceux qui y entrent proviennent largement de l'Ontario, donc à tout près de 50%. La RMR de Montréal est une origine importante de produits agricoles et alimentaires. Et les autres marchandises sont composées d'intrants à la production minière et forestière, par exemple des carburants, des minéraux non métalliques et leurs produits et préparations chimiques, ciment, etc. Près de 20% des tonnages transportés vers la zone de chalandise proviennent des États-Unis, particulièrement, encore une fois, les États du centre-nord-est. Donc, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, une fois qu'on a bien compris les données, les origines, les destinations, les types de marchandises qui entrent ou qui sortent de la région, on a voulu parler avec les principaux clients dans la région, puis essayer de voir leur perspective finalement, leurs besoins, puis
ce qu'il y avait à en dire au sens plus large, leur opinion, si vous préférez. Donc, j'ai mis ici dans le tableau, on a identifié plus d'une cinquantaine d'entreprises dans le secteur de la transformation du bois, de la fabrication, de l'exploitation minière et des développements de projets miniers. Puis, on a été en mesure de compléter une dizaine d'entretiens dans le cours de l'étude. Puis, on a été en mesure d'aborder avec ces gens-là, dans le fond, quels étaient les produits, quels étaient les volumes annuels et la saisonnalité, parce que c'est très important, encore une fois, dans le domaine ferroviaire, notamment, de comprendre la saisonnalité ou, si vous préférez, l'importance des expéditions en fonction des saisons dans l'année. Quels sont les modes de transport qu'ils utilisent ou qu'ils préféreraient utiliser. Les origines, les destinations en fonction des produits qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent. Dans quelles conditions ils se verraient utiliser un centre de transbordement. Leur compréhension des tendances du marché au cours des prochaines années, avec toute l'incertitude qu'on peut observer ces années-ci. C'est pas toujours évident, mais c'est le fun lorsqu'on est en mesure d'en discuter avec différents intervenants. Les opportunités, les contraintes, ainsi que les projets de développement ont également été abordés avec les intervenants. Ici, je trouvais ça intéressant de peut-être revenir sur le cas des mines de lithium, qui constituent un gros potentiel pour tout centre de transportement. Comme vous voyez là, sur la carte, il y en a certainement 3 qui sont identifiés. Puis ici, je veux juste faire une petite parenthèse, qu'on n'a pas cherché à faire une analyse détaillée finalement de tout le potentiel minier du nord du Québec, mais simplement de comprendre le contexte puis les principales opportunités. Puis pour ça, on a été récupérer les données du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui tient à jour finalement le développement minier au Québec. On a aussi révisé un certain nombre d'études de développement, de projets de développement minier. Puis, pour la plupart, ils prévoient utiliser le centre de transbordement de Matagami. Puis, en discutant avec des gens de l'industrie, pour plusieurs qui l'utilisent déjà ou qui pensent utiliser, le centre de transbordement de Matagami présente finalement des conditions qui sont tout à fait, qui répondent finalement aux attentes du marché. Ce qui ne veut pas dire que, dans le cas d'une étude de marché telle que celle qu'on mène, on ne peut pas être amené à considérer qu'un projet pourrait éventuellement être intéressé à utiliser un centre de transportement dans la MRC de la Vallée de l'Or. Donc, c'est un peu ce qu'on a cherché à comprendre, notamment au niveau des quantités de concentrés dans le cas du lithium, qui pourraient être concernés. Puis d'ailleurs, je l'ai mis ici en note de bas de tableau, on voit quand même qu'il y a des développements intéressants avec Ménautier et Sayona et Piémont concernant l'étude de faisabilité définitive qui a été, j'ai vu le communiqué juste il y a quelques jours finalement, qui dit que l'étude de faisabilité définitive établit l'objectif de production de la mine à 190 000 tonnes par an sur 20 ans, alors que dans les données précédentes dont on disposait au moment de faire l'étude, on parlait de 115 000 tonnes par an dans ce cas-ci. Ici, c'est un tableau pour tenter de résumer, dans le fond, ce que je mentionnais au niveau méthodologique, d'essayer de comprendre ce qu'implique un tel développement pour les différentes parties prenantes impliquées. Donc, que ce soit les expéditeurs, les transporteurs, les municipalités, le milieu régional et les Premières Nations. Donc, je vais essayer de résumer assez rapidement parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps juste ce tableau. Mais de manière générale, c'est sûr qu'au niveau des expéditeurs, les principaux avantages pour eux, c'est la diminution des coûts et de transport de longue distance, c'est l'optimisation de la distribution et l'utilisation des wagons. Ça, c'est une question peut-être que je peux me permettre une autre parenthèse, c'est qu'en parlant avec les parties prenantes, puis c'est pas nécessairement un cas unique là, à la région,
Je pense que c'est un cas qui revient un peu partout à travers le pays. C'est pas toujours facile, finalement, d'avoir la disponibilité des wagons pour les expéditeurs. Puis, dans un contexte, justement, où parfois la saisonnalité des expéditions est grande, ça devient difficile de prévoir, de faire en sorte qu'on a toujours la capacité d'acheminement qu'on souhaiterait avoir. Donc, d'avoir un centre de transbordement vient peut-être permettre, pas de tout régler, mais d'avoir peut-être plus de leviers pour mieux coordonner au niveau régional cette question-là, de la disponibilité des wagons. Au niveau des inconvénients, ça peut impliquer des temps de transit plus longs. Puis évidemment, comme je l'ai mentionné, il y a des frais de manutention qui sont associés au transbordement. Par contre, ça peut donner accès à des nouveaux marchés parce qu'on est en mesure de rejoindre des destinations beaucoup plus loin. Puis avec, disons, des transporteurs comme le Canadien national a un réseau qui va dans les principaux marchés aux États-Unis. Donc, ça permet quand même d'envisager ça comme une opportunité. Puis, au niveau des contraintes, il y a la question des coûts de transport avantageux par rapport au camionnage direct, ce qui dépend grandement des marchés et des volumes expédiés. Autrement dit, le transport routier demeure concurrentiel, puis lorsqu'on voit les destinations d'une bonne proportion des marchandises, on parle de l'Ontario, ça peut quand même se faire par camion, très bien. Donc, il faut quand même considérer ça également lorsqu'on évalue le potentiel. Au niveau des transporteurs, le rail comme avantage vient consolider le trafic ferroviaire des régions, permet également d'augmenter la part de marché des flux de marchandises dans la région. Par contre, au niveau de l'industrie du camionnage, on peut envisager qu'il y aurait des pertes de certains contrats sur le transport de longue distance. Ce qui, je vais le dire, une autre parenthèse, se fait dans un contexte où il y a quand même certaines difficultés dans l'industrie du camionnage actuellement, en particulier pour le longue distance, que ce soit au niveau de la disponibilité de la main-d'œuvre ou des différentes contraintes aux opérations, en particulier le coût du carburant. Le rail également, à ce niveau-là, implique une diminution du trafic sur les chemins de fer plus au nord du centre, il faut le mentionner également. Donc, pour ce qui est du camionnage, au niveau des opportunités, on voit une concentration des activités dans les marchés pour lesquels ils ont un avantage plus important. Donc, ça, c'est l'autre côté de la médaille, finalement, qui permet peut-être de concentrer des activités là où c'est le plus rentable. Mais ce n'est pas exclu que certains puissent être, disons, en désaccord avec le projet. Mais dans tous les cas, ce qui est important de mentionner, c'est qu'un genre de développement tel que celui dont on discute doit se faire de concert, dans ce cas-ci, avec le CN, si on vise le succès, bien entendu. Donc, au niveau des municipalités, évidemment, ça a été mentionné également, mais au niveau des avantages, on parle de création d'emplois, développement d'activités industrielles, mais évidemment, ça se fait, on connaît finalement les contraintes au niveau du transport, de la logistique, ça peut impliquer des nuisances environnementales comme du bruit, des vibrations, des poussières, qui doivent également se faire dans les bonnes pratiques. Il y a également au niveau du milieu régional, c'est un petit peu la même chose, mais au niveau des avantages, on va en revenir plus loin. La réduction des coûts sociaux, en particulier la baisse évidemment de transport de camions sur les routes avec les émissions qui viennent avec et les dommages aux infrastructures. Au niveau des programmations, c'est important de le mentionner également que le projet pourrait se faire pourrait donner finalement une option de transport additionnelle aux communautés autochtones, puis également avoir le potentiel de créer des partenariats afin d'offrir d'autres opportunités. Ici, dans le fond, ce que je voulais montrer avec cette figure-là, c'était la proposition de valeur d'un potentiel centre dans la MRC, alors qu'on voit sur la ligne en bleu le chemin de fer qui se rend jusqu'à Matagami, qui a une capacité de 263 000 livres,
alors que sur tout le secteur sud de la MRC, on a la capacité de 286 000 livres. Donc, ça peut peut-être paraître un peu technique ou abstrait comme considération, mais c'est certain que lorsqu'on transporte des centaines de milliers de tonnes de marchandises annuellement, c'est dans ce genre de considération-là, finalement, que ça finit par faire une différence. Puis, j'ajouterais à ça qu'il y a une très bonne fréquence aussi dans le secteur sud de la carte, si vous voulez, ou dans le secteur de la MRC qu'on a considéré pour l'étude, ce qui fait en sorte que dans un cas de centre de transbordement, évidemment, si le train passe 5, 6 ou 7 fois par semaine, comparativement à 2 ou 3 fois, ça fait quand même une différence au niveau du niveau de service qui est considéré également. Au niveau du potentiel commercial, la première question qu'on s'est posée, c'est à quel endroit finalement, et la première question qui nous a été posée également, c'est à quel endroit on pourrait implanter un potentiel centre de transbordement dans la MRC. Donc ici, j'ai la liste des critères de localisation qu'on a considérés pour ce faire. Donc, tous des critères finalement qu'on utilise de manière générale dans la conduite de nos études, puis qu'on sait qu'ils sont très sensibles pour les expéditeurs, puis qui finalement ont un impact au niveau de la figure en triangle que je vous ai montré au début sur les coûts, notamment la fiabilité, puis l'information dont on dispose. Donc, on a évidemment cherché à avoir un site qui serait desservi par la voie ferrée avec une capacité de 286 000 livres, ainsi qu'un accès routier, idéalement en mesure de supporter le trafic de camions remorques sans travaux additionnels. Un site qui serait situé dans un rayon accessible, fixe facilement pour l'équipage du CN qui est basé à Sainte-Terre. Dans ce cas-ci, un rayon de 25 km a été considéré. On a également cherché un site dont le développement ne requiert pas ou ne permet de minimiser le recours à la procédure d'expropriation et dont le zonage, évidemment, autorise les usages de transport et transportement, idéalement de type industrie lourde, dont la superficie disponible est compatible avec le développement et l'opération efficace d'un centre de transbordement, qui est desservi par les services publics pour l'opération, et dont les caractéristiques physiographiques facilitent l'établissement d'un centre de transbordement, autrement dit, qui ne présente pas de composantes valorisées de l'environnement comme des milieux humides, des habitats ou des espèces à statut, etc. Évidemment, aussi, au niveau social, un site qui favoriserait l'acceptabilité sociale du projet. Donc, parmi les sites considérés, il y avait un site à Val-d'Or qui est actuellement en opération par Transrail, mais ce qu'on en comprend, c'est que le site est déjà à capacité et qu'il doit faire face à des contraintes au niveau d'un développement additionnel. Autrement dit, c'est pas facile, sinon possible, de développer davantage le site. On a jasé également avec les gens de la Corporation de développement industriel de Val-d'Or, qui œuvrent avec la zone Novinor Innovation, et dont l'une des deux priorités est la logistique nordique. Mais pour l'instant, le projet est encore en développement et ce qui est très bien en soi, mais on n'a pas un haut niveau d'avancement actuellement au niveau du projet. De sorte qu'on a été amené à privilégier le site à Sainte-Terre pour un ensemble de considérations que je vous ai mentionnées, notamment le niveau de service, la localisation stratégique, la présence de la gare de triage du CN et de son équipage, et la possibilité finalement de venir être au carrefour de l'ensemble des flux de marchandises dont on vous a parlé précédemment dans la présentation, que ce soit au niveau des expéditions ou des réceptions ou du potentiel minier au cours des prochaines années. Évidemment, la deuxième grande question lorsqu'on traite du potentiel commercial, c'est les volumes estimés en fonction des données disponibles,
Donc, je vous mentionnais qu'on avait développé des scénarios de trafic potentiel, ils sont ici. Encore une fois, sur la base des données que je vous ai présentées, puis des entretiens qu'on a eus avec les gens du milieu. On a un scénario réaliste, un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Donc, le scénario réaliste considère 225 000 tonnes ou 2500 wagons par an. Puis, pour les différents types de marchandises qu'on a considérés, on avait un taux de capture des trafics routiers actuels qui irait de 0 à 50% selon le type de marchandise. Évidemment, ça va être amené à varier. On avait le scénario pessimiste qui, lui, aboutissait à 122 000 tonnes de marchandises ou 1350 wagons par an, qui, lui, dans ce cas-ci, considérait les taux de capture de trafic routier allant de 0 à 30%. Puis on avait enfin le scénario optimiste que vous voyez au centre sur la figure, où il y a particulièrement plus d'expéditions, qui lui totalise 510 000 tonnes de marchandises ou 5 650 wagons par an, avec des taux de capture des trafics routiers de 0 à 70% et au moins un projet minier de lithium qu'on a considéré dans le cas de l'étude à 200 000 tonnes par an de concentré de spodumène. Donc, au niveau d'analyse de rentabilité, c'est certain que dans le contexte de l'étude qu'on mène, on n'a pas procédé à des estimations de coûts basées sur le type de besoins qu'on avait identifiés, mais on a plutôt regardé des équipements comparables au Canada qui permettaient de donner une estimation du coût, puis de voir finalement en fonction des différents volumes potentiels tels que définis dans nos scénarios de développement, qu'est-ce que ça pourrait donner en prenant une métrique simple comme le taux de rendement interne, donc sur une période de 5 ans, en fonction des volumes transportés. Là, je ne veux pas rentrer dans le détail des paramètres considérés, mais peut-être simplement mentionner qu'on a considéré que la capacité des wagons était de 90 tonnes métriques. Donc, si on le voit sur le tableau du bas, si on a un projet de 10 millions de dollars, ben, on a besoin d'environ 250 000 tonnes métriques par an pour atteindre un taux de rendement interne positif au terme de la période de 5 ans. Si le projet est plutôt de l'ordre de 15 millions, ben, on est plutôt de l'ordre de 400 000 tonnes métriques par an de volume requis pour permettre la rentabilité de l'équipement, en fonction, encore une fois, des paramètres qu'on a retenus ici. Fait que ce que je trouvais intéressant, puis je le mentionne, dans le fond, c'est qu'on a fait nos scénarios, puis lorsqu'on a fait les calculs, on s'est rendu compte que ça donnait à peu près le scénario réaliste puis le scénario optimiste. Encore une fois, sous toute réserve là, que ça demeure une analyse à haut niveau, mais ça faisait quand même du sens, ce qui nous permettait quand même de dire qu'il y avait un certain potentiel. De sorte qu'on a été en mesure par la suite de calculer les coûts sociaux évités. Puis on voit dans le fond de quelle manière on a procédé au premier tableau, c'est-à-dire sur la base de données disponibles par plusieurs organisations, en particulier le ministère des Transports qui publie son guide méthodologique sur l'analyse avantage-coût pour les projets routiers au Québec. Il y a également la SAC qui donne les données sur les accidents, l'Association canadienne du chemin de fer, Transport Canada, etc., et même l'Agence environnementale américaine, pour permettre de faire finalement la différence ou le coût social évité entre le camionnage et le rail pour l'émission de GES, la pollution atmosphérique, les accidents et les dommages au réseau routier. De sorte que dans le tableau du bas, vous pouvez voir finalement la différence et le gain finalement, le coût socio évité qui est de 3,26 millions de dollars à peu près dans le cadre des scénarios réalistes qui ont été considérés pour l'analyse.
et qui sont divisés dans une part similaire finalement entre la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des dommages à l'infrastructure routière et la réduction des coûts associés aux accidents qui sont tous de l'ordre du million de dollars et la pollution atmosphérique qui totalise près de 125 000 dollars. Ce qui nous amène finalement déjà à la dernière partie de la présentation qui concerne les constats et recommandations. Donc j'ai essayé de l'imager ici avec une figure qui résume un peu l'ensemble des grandes considérations qu'on a abordées dans l'étude, que ce soit le volume des marchandises, le potentiel commercial, les sites potentiels, les scénarios potentiels et la rentabilité et les coûts évités. Donc, si on commence avec le volume de marchandises, on peut mentionner qu'il demeure faible, bien qu'il permette de discuter de l'opportunité et qu'ils impliquent finalement un potentiel réel, mais qui demeure à valider. Donc, encore une fois, je ne serais pas trop prudent de réitérer que notre étude a permis un survol général, mais qu'on n'a pas finalement le fin mot de l'histoire sur le potentiel final d'un tel centre. Également, à considérer l'optimisation des opérations ferroviaires dans le contexte des infrastructures en place et des autres projets de développement. Pour ce qui est du site potentiel, selon les critères qu'on a définis dans notre étude, sanitaire serait le site le plus approprié, comme j'ai mentionné, en raison de l'infrastructure en place et du niveau de service et de sa localisation avantageuse en fonction des flux de marchandises et de la zone considérée. Et les trois scénarios envisagés, le scénario réaliste nous semble approprié, puis on voit avec les développements récents que le scénario positif semble envisageable. Donc, ça nous fait dire que le pronostic de notre étude, on est quand même confiant qu'il est réaliste. Et que, en considérant des coûts de construction de 10 à 15 millions de dollars pour le centre de transbordement, basé encore une fois sur des comparables au pays, on est en mesure d'avancer que le volume requis serait d'au moins 250 000 tonnes par an de marchandises et plus dans le cas d'un 15 millions. Donc, au niveau des recommandations pour les prochaines étapes, encore une fois, j'ai essayé de l'imager un peu ici pour donner les différentes thématiques en fonction de l'avancement du projet. Au stade où on en est, on a établi finalement qu'il y a une opportunité pour un centre de transbordement. Il y a un intérêt également. Et il y a des expéditeurs sur le territoire qui verraient un intérêt et qui l'utiliseraient. Donc, dans un premier temps, c'est de poursuivre un peu sur la suite de cette étude, puis de parler avec les expéditeurs, les entreprises intéressées, les parties prenantes, tout ça en coordination avec la Ville de Santerre, la MRC de la Vallée-de-l'Or et le Canadien national, de sorte qu'on sera en mesure de venir préciser, avec une étude détaillée de la faisabilité, les coûts et revenus, et évidemment sous-tendu ici les volumes de marchandises, puis également, très important, dans un contexte inflationniste, les sources de financement. Ce qui va permettre également de venir mieux valider les enjeux de développement, que je pourrais résumer en deux items, là, qui sont l'acceptabilité sociale, puis l'environnement au sens plus large, à savoir qu'est-ce qui est requis finalement comme calendrier de développement du projet au niveau environnemental. Et enfin, valider la structure de gouvernance, notamment la participation du CN sur la base des volumes confirmés. Donc voilà, ça fait le tour de la présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Cyr. Merci également à Mme Méran. Donc,
nous pouvons maintenant passer à la période des questions du public. Donc, comment ça va fonctionner pour être certain que M. Cyr vous entende bien? Je vous demanderai de vous lever, en fait, de vous approcher de l'ordinateur et de vous identifier. Comme ça, M. Cyr sera en mesure de bien entendre votre question si elle lui est adressée. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, l'étude de marché en tant que telle est disponible dès maintenant sur le site web de la MRC de la Vallée-de-l'Or dans la section développement local entrepreneurial. Sinon, on va faire une publication sur nos réseaux sociaux dans laquelle on va inclure le lien aussi au courant de la journée. Donc, voilà. Et il nous reste des copies papier du communiqué de presse par rapport à cette présentation. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'en avoir un, vous pouvez prendre une petite copie avant de partir. Donc, maintenant, on peut passer à la période de questions. Donc, on peut y aller en levant la main si vous voulez, s'il y a des questions. Oui. Poitras pour briser la glace. Bonjour, monsieur Jean-Yves Poitras, commissaire industriel à la Corporation des logements industriels de là-bas. Très belle présentation, félicitations. Excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre, mais j'entends bien. Est-ce que vous entendez à partir d'ici? Oui. Ah, je se rapproche. Je recommence. Bonjour, Jean-Yves Poitras, commissaire industriel à la Corporation de développement industriel de Val-d'Or. Vous m'entendez? Bonjour, M. Poitras. Oui, je vous entends. OK. Très belle présentation. J'ai deux questions. La première question, la création d'un centre de transbordement dans la MRC de la Vallée-de-l'Or, en termes d'augmentation du volume, en tenant compte que s'il avait cette courbe de transbordement, si elle n'existait pas, il y aurait quand même une fluctuation de volume, soit par des projets tels que le lithium ou d'autres projets. Et de l'ordre d'à peu près quel pourcentage? C'est très difficile à dire, hein? C'est sûr, on se base sur des données historiques, puis sur le potentiel. On l'a vu, on a différents scénarios qui considèrent cette fourchette-là, donc j'ai un petit peu de misère à vous répondre sur un pourcentage précis d'augmentation. Je vous dirais qu'il y a plusieurs fourchettes de pourcentage possibles sur cette base-là. Puis la question, quand on l'a évaluée, nous, finalement, c'était plus de voir sur la base du connu et du potentiel, est-ce que cet équipement-là a un potentiel de rentabilité, finalement. Donc, c'est un peu comme ça qu'on l'a évalué, mais vous avez raison de mentionner que une fois que l'équipement est en place, puis qu'il est opérationnel, je le mentionne d'ailleurs, bien que je n'aboutisse pas un pourcentage, mais ça constitue une opportunité qui permet d'envisager des flux de marchandises additionnelles qui seraient transportés, en particulier pour les expéditions. Là. Puis, entre autres, sur la question de la disponibilité des wagons, que certains expéditeurs ont mentionné avoir de la difficulté, un centre de transbordement bien coordonné viendrait permettre, on croit, d'améliorer cette situation-là, bien que ça ne réglerait pas tous les problèmes. Ma deuxième question, vous avez mentionné, on parle de centre de transbordement intermodal. Ça veut dire qu'il va y avoir un apport routier quand même à ce centre de transbordement-là. En termes de coût social, probablement la plus-value, l'addition du nombre de camions qui vont être sur la route entre Val-d'Or ici ou entre Amos et Sainte-Terre peut risquer de provoquer un changement de catégorie de cette route-là. À combien, est-ce que vous avez tenu compte des coûts de ce changement de catégorie-là d'infrastructure routière? Non, dans le fond, ce qu'on a considéré, nous, c'est le nombre total de camions, parce que dans le fond, ce qu'on peut déjà dire, c'est que dans le cas des marchandises actuellement transportées, sont transportées par camion. Donc, c'est ça le portrait global. On a considéré que le transbordement vers le rail retirait des nombres de camions, en particulier pour l'accès au marché en Ontario, puis sur la région métropolitaine de Montréal. Mais ça se peut effectivement que dans le voisinage immédiat d'un centre de transbordement, il y ait une augmentation de camions. Oui.
présentement, ce qui se fait comme transport se fait sur une route transcanadienne qui est d'une catégorie beaucoup plus élevée en termes de capacité, en termes de niveau d'entretien. Voilà, merci. Merci à vous. Est-ce qu'on avait d'autres questions du public? Pas de problème. Oui, c'est ça, ça peut être en... Oui, ça, vous avez des commentaires aussi, vous êtes les bienvenus. Sinon, comme je mentionnais tout à l'heure, si vous avez des questions que vous préférez peut-être poser plus en privé, si on veut, de façon individuelle, il n'y aura vraiment aucun problème pour communiquer avec nous, puis on pourra vous référer, comme je disais au début, vers la bonne personne. Sinon, c'est ce qui m'a fait à cette rencontre. Merci encore à la Ville de Sainte-Anne de nous avoir accueillis. C'est très apprécié. Merci à M. Mathieu Cyr et à Mme Marie-André Méran de la MRC pour cette présentation. Encore une fois, merci à vous tous de vous être déplacés. Pour les membres des médias, on ne va pas procéder à la période des questions individuelles. Donc, et vous pouvez rester pour le petit goûter froid, comme Marie-André vous a dit. Donc, merci à tous et bonne fin de journée. Thank you.